La dette devrait augmenter à plus de 21 milliards. Et le poids de la dette, déjà insupportable, sera de plus en plus lourd. La première. J'ai besoin de repères. Les agences de notation risquent de dégrader la note de la région. Les clés. Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un épisode des Clés où nous allons évoquer un enjeu central aujourd'hui dans le débat public de pays comme les nôtres, la dette publique. Une dette qui se creuse d'année en année et qui, selon de nombreux responsables politiques, est devenue à ce point intenable qu'elle nécessite de grandes réformes, voire de l'austérité. Mais au fond, jusqu'où un État peut-il s'endetter ? Quand est-ce que c'est jugé raisonnable et quand est-ce que ça devient trop ? Eh bien, on a 27 minutes pour comprendre et on va essayer de rester accessible même pour ceux qui ne sont pas des mordus d'économie. La première, les clés. La question dont tout dépend, la question vitale, C'était le lundi 8 septembre. dont dépend notre État, notre indépendance, nos services publics, notre modèle social, c'est la question de la maîtrise de nos dépenses, la question du surendettement. François Bayrou, Premier ministre français pour quelques heures encore, venait devant les députés expliquer l'urgence des réformes budgétaires à mener face à un déficit récurrent qui ne cesse de creuser la dette de la France. Plus de 3 400 milliards d'euros de dette, soit 115% du PIB de nos voisins. On sait que suite à cela, le gouvernement Bayrou est tombé et quelques jours plus tard, il se passait ceci. Le résultat est tombé à 23h hier soir. L'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit à long terme de la France. La France, moins bonne élève, avec un A en moins sur le bulletin de notes. Chaque année, je vous rappelle, en fait, on a un déficit qui est supérieur à celui qu'on avait prévu au départ. Donc, c'est cette dynamique qui est inquiétante. L'agence de notation américaine Fitch a enlevé à la France son double A. Elle est donc considérée désormais comme un emprunteur, certes encore fiable, mais moins fiable qu'avant. Et le refrain est le même en ce moment dans beaucoup d'autres pays européens. La Belgique aussi d'ailleurs avait elle-même perdu son double A il y a quelques mois chez Fitch, inspirant au Premier ministre Bart De Wever des mots très similaires à ceux de François Bayrou. Ce pays aurait dû réformer en profondeur beaucoup plus tôt. On a attendu beaucoup trop longtemps. On est vraiment au bord de la faillite maintenant. Mais ce gouvernement a finalement dit, les réformes, c'est pas facile, ça va inquiéter les gens, et je le comprends, mais on doit le faire si on veut sauver l'état de providence et la prospérité de la Belgique. Le moment est venu de ne plus postposer les choses, mais de les prendre en main. Si on regarde un peu les chiffres, la Belgique a une dette aujourd'hui équivalente à environ 107% de son produit intérieur brut, donc un peu moins importante en termes relatifs que celle de la France. Mais le problème, c'est que notre pays enchaîne aussi d'année en année des déficits importants. Nous avons moins de recettes que de dépenses, ce qui fait augmenter la dette de manière continue. C'est pour cela que depuis quelques années maintenant, le bulletin d'emprunteurs de pays comme la Belgique ou comme la France se dégrade et que mécaniquement, les taux d'intérêt auxquels nos deux pays doivent emprunter augmentent. Pourtant, on est loin d'être les plus endettés du monde. Des pays comme les États-Unis, comme Singapour ou plus encore comme le Japon sont nettement plus endettés que nous, sans que cela semble affoler les créanciers ou les agences de notation. Alors, jusqu'où un État peut-il s'endetter ? Qu'est-ce qui fait qu'on le considère ou non comme un emprunteur fiable ? Qui décide de tout cela ? Eh bien, ce sont toutes ces questions que nous allons prendre le temps d'explorer. Et avec nous pour cela, il y a un excellent vulgarisateur de l'économie, c'est Éric Dor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'IESEG, Haute École Française de Management, basée à Lille et à Paris. Et avec vous, on a décidé de revenir d'abord sur les bases. On aime bien faire ça dans cette émission. Et peut-être tout simplement d'abord d'expliquer pourquoi les comparaisons qu'on fait parfois entre les dettes des États et les dettes des ménages ne tiennent pas
vraiment la route. Pourquoi c'est différent, en fait, un État et un ménage en matière d'endettement ? Alors ça, c'est vraiment une question très pertinente parce qu'on voit souvent les politiciens, sans doute bien intentionnés, essayer de faire de la pédagogie en disant aux gens, comparez avec la situation de votre ménage, vous ne pouvez pas vous endetter sans limite. À un moment donné, vous devrez bien rembourser tout ça. Est-ce que c'est vrai pour un État ? Pas tout à fait. Pourquoi ? Parce que, pour un ménage, on le comprend bien. Si vous empruntez, par exemple, pour votre logement familial, il est clair que vous allez devoir rembourser au sens de vous désendetter complètement à un certain horizon. Par exemple, on va vous dire, il faudra que vous ayez tout remboursé avant d'être à la retraite, puisqu'à ce moment-là, vous aurez des revenus beaucoup plus faibles pour pouvoir payer vos mensualités. Ok, mais est-ce vrai d'un État ? Non, pourquoi ? Parce qu'un État, par définition, il a une perspective intergénérationnelle. Il a un temps indéterminé. Donc, l'État n'a pas vraiment besoin, lui, de se désendetter. Est-ce que ça veut dire qu'il ne rembourse pas ses dettes ? Si, au sens où chaque prêteur à l'État, au moment où son prêt arrive à échéance, est bien sûr remboursé par l'État. Mais avec quoi ? Eh bien, avec de l'argent que l'État emprunte à un nouvel investisseur, à un nouveau prêteur, voire au même, si celui-ci souhaite tout simplement renouveler sa position. Ce qui est par exemple le cas des compagnies d'assurance, d'agents comme ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc l'État ne rembourse pas globalement sa dette. Il rembourse bien sûr chaque fois chaque investisseur, mais avec de l'argent qu'il réemprunte. En fait, on dit dans le jargon que l'État fait rouler sa dette. Et donc, non seulement l'État ne se désendette pas, mais en plus, la dette augmente chaque année du nouveau déficit public. Ce qui fait que chaque année, l'État il a besoin de financement. C'est ce qu'il doit emprunter, d'une part, pour pouvoir rembourser ceux dont le prêt arrive à échéance pendant l'année, mais aussi pour couvrir le nouveau déficit public de l'année qui augmente la dette. Ça s'appelle faire rouler la dette publique. Donc, un État peut presque éternellement, dans ce qu'on entend là, être endetté, à condition qu'il puisse prouver régulièrement à ceux qui lui ont prêté de l'argent qu'il peut les rembourser à terme, quitte pour cela à se tourner vers d'autres emprunteurs pour pouvoir rembourser l'emprunt précédent. C'est ça que vous appelez effectivement et qu'on appelle généralement faire rouler sa dette. Mais pourquoi alors est-ce qu'il y a des moments où on se dit « Tiens, mais là, ça devient un peu trop, ça devient trop inquiétant, et là, il faut faire des réformes parce qu'on ne peut plus se contenter simplement d'aller chercher toujours un petit peu plus d'argent sur les marchés pour à la fois couvrir les déficits et pour rembourser les dettes précédentes et les emprunts arrivés à échéance. » Alors, bien, ça paraît tout simple, faire rouler la dette, mais encore faut-il que ça reste toujours possible. C'est-à-dire que vous trouviez chaque année, effectivement, des prêteurs pour vous prêter de quoi rembourser les anciens et couvrir le nouveau déficit, et bien sûr à un taux raisonnable, un taux d'intérêt qui n'est pas trop élevé pour ne pas être asphyxié financièrement. Ça, c'est extrêmement important parce que, pour donner un exemple très concret et tout à fait réaliste, pourquoi est-ce qu'un fonds de pension japonais prête à la Belgique aujourd'hui à 10 ans ? Eh bien, parce que, à tort ou à raison, ce fonds de pension japonais pense que dans 10 ans, quand l'État belge devra lui rembourser son prêt, eh bien l'État belge trouvera très facilement d'autres investisseurs pour lui prêter de quoi rembourser le fonds japonais. Donc c'est cette confiance dans le fait que dans 10 ans, l'État pourra emprunter de quoi rembourser les prêteurs actuels qui fait que les prêteurs actuels sont prêts à prêter et il y a un taux raisonnable. Et parfois ça se grippe. Si tout d'un coup, le doute s'instille dans l'esprit des prêteurs et qu'ils ne sont pas sûrs que dans 10 ans, l'État arrivera à trouver de quoi les rembourser, eh bien à ce moment-là, ils commencent à se méfier. Ils vont commencer à augmenter le taux d'intérêt auquel ils acceptent de prêter pour couvrir le risque. Et de plus en plus. Et puis même à un moment donné, ils ne voudront même plus prêter du tout. Ils trouveront ça trop dangereux. Ce n'est pas un scénario hypothétique, c'est tout à fait ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Rappelez-vous la grande crise des dettes souveraines de la zone euro de 2010 à 2012. On avait vu une série de pays tout d'un coup perdre l'accès au marché. Ça veut dire ne plus trouver de prêteurs
sur le marché financier, ou en tout cas pas à des taux raisonnables. C'est arrivé à la Grèce, rappelez-vous, et puis dans la foulée au Portugal, à l'Irlande, à Chypre, et puis ça a même commencé à menacer l'Italie et l'Espagne. Oui, parce que ça, c'est un élément évidemment très très important. Il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. Quand on commence à avoir un peu moins confiance dans la capacité d'un État à rembourser ses dettes, on monte les taux d'intérêt. Et là, ça reste évidemment pour ceux qui vont prêter quelque chose qui peut être intéressant. Parce que s'ils ont encore suffisamment confiance, ils se disent on va prêter et en plus on va être un petit peu mieux rémunéré parce qu'on prend un petit peu plus de risques. Sauf qu'à un moment donné, on peut arriver à des situations où plus personne ne veut prêter ou bien où ça devient tellement cher la prime de risque qu'il faut payer pour un État quand il doit se refinancer que ça devient infernal. Et alors on peut rentrer dans des spirales. Et aller jusqu'à une forme de faillite, parce que ce mot-là, il a été utilisé par François Bayrou dans l'introduction de cette émission. Est-ce qu'un État, à un moment donné, peut se retrouver en faillite, puisque François Bayrou dit « notre pays est au bord de la faillite ». Alors, le concept de faillite, on le connaît plutôt pour des agents privés, comme des industries, des entreprises. Mais bon, ça veut dire quoi être en faillite, justement, pour une entreprise ? C'est ne plus pouvoir payer ses créanciers. C'est ça, être en faillite, techniquement. Un État qui n'arrive plus à emprunter sur le marché va effectivement ne plus pouvoir payer peut-être les salaires des fonctionnaires, peut-être les allocations sociales, peut-être justement les intérêts sur sa dette. Donc oui, c'est une forme de faillite. Mais donc ça veut dire vraiment avoir perdu l'accès au marché et donc ne plus pouvoir emprunter les ressources pour continuer à fonctionner. Et c'est dans ce cas-là, alors, que l'État, ayant perdu l'accès au marché, doit appeler les pompiers au secours. Les pompiers, comme vous le savez, c'est une instance extérieure qui va faire des prêts, mais moyennant alors des conditions assez strictes pour remettre les finances publiques sur les rails. Ça peut être le Fonds monétaire international, ça peut être maintenant un fonds européen, le mécanisme européen de stabilité. Voilà, à l'époque... Certains se rappellent sans doute qu'on avait commencé avec la Grèce en 2010, on avait conjointement appelé le FMI, des fonds européens, même la Banque Centrale Européenne, après on peut y revenir. Et voilà, ça c'est le scénario classique, et ça fait en fait des dizaines et des dizaines d'années d'ailleurs que, par exemple, le Fonds monétaire international vient à la rescousse de pays qui ont perdu la possibilité d'emprunter sur les marchés, plus souvent des pays en voie de développement que des pays industrialisés, mais l'exemple de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, de Chypre nous montre que ça peut arriver aussi en Europe. Et donc là, on peut pratiquement parler de faillite, même si ça reste évidemment différent pour une entreprise ou pour un État. Mais alors, si on en revient à notre question initiale, ici, Éric Dor, on parle beaucoup de ce qui se passe en France, où il faut faire, dit François Bayrou, de très grandes réformes, parce que là, la dette devient intenable. On a le même discours, on l'a entendu chez un Bart de Wever pour la Belgique. Qu'est-ce qui fait là qu'à un moment donné, des dirigeants politiques se disent « Non, là, on ne peut plus, comme on le faisait avant, juste aller chercher un petit peu plus chaque année pour se refinancer. Il faut faire des réformes parce que sinon, on va avoir un gros problème. » Qu'est-ce qui fait que pour des États comme les nôtres, là maintenant, on se dit « On a un souci ». Alors, il y a deux raisons principales. La première, c'est la peur justement du scénario à la grecque que je vous écrivais tout à l'heure. La peur que les investisseurs internationaux qui prêtent aux États constate que la dette publique de la Belgique augmente de plus en plus, que le déficit n'est pas maîtrisé, et commence à prendre peur sur la possibilité, justement, de l'État belge d'encore pouvoir emprunter longtemps pour pouvoir les rembourser eux-mêmes. La peur que la confiance s'évapore, voilà. Et qu'en très peu de temps, on ait un cercle vicieux qui s'installe et que ça nous précipite dans des gros soucis. Exactement. Et la deuxième raison, c'est le poids des intérêts, parce que même si on peut faire rouler sa dette, il ne faut pas non plus croire que c'est indolore, au sens où il faut payer des intérêts sur tout ça. Je vais vous donner un exemple qui va être très parlant. La Belgique avait en 2024 une dette publique de 104,7% en proportion du PIB. Nos voisins aux Pays-Bas, seulement 43%. L'avantage, c'est que ce que la Belgique paye en intérêt sur sa dette publique représente maintenant 2,3% du PIB en 2024. Les Néerlandais, moins de 1%. Et donc, ça veut dire que nous utilisons beaucoup d'argent pour payer des intérêts, alors que nous aurions certainement de meilleurs usages à en faire.
sur le plan social, sur le plan de la défense, sur le plan des investissements pour la transition écologique, enfin sur le plan de l'éducation, de la sécurité. Donc, avoir une grosse dette publique, ça coûte cher en intérêts, et plus ces intérêts augmentent, plus ça réduit les dépenses possibles pour des fonctions plus utiles de l'État que de payer des intérêts. Ça veut dire que quand l'État regarde ses dépenses d'une année, là, pour le moment, en Belgique, il y a quand même une part importante, je voyais qu'on était autour de 11 milliards, qui vont servir simplement au fait d'aller payer les charges d'intérêt pour les dettes précédentes. Et si on ajoute les régions et les communautés, ce sera en 2025 à peu près 15 milliards d'intérêts payés par vraiment le secteur public dans son ensemble, globalement. Donc, si on prend la maison Belgique dans son ensemble, c'est quasiment 15 milliards que ça nous coûte d'être un État aussi endetté que nous le sommes, aux environs de 107% voilà. Et ça, c'est une autre PIB. raison pour laquelle, indépendamment de toute idéologie, des dirigeants politiques puissent dire que ce serait peut-être quand même mieux de réduire la voilure parce que ça nous coûte cher, de plus en plus cher, au détriment d'autres choses. Ceci dit, il y a des États quand même qui sont dans des situations d'endettement encore beaucoup plus importants que la Belgique. Je parlais des États-Unis tout à l'heure, on est autour de 120%, un peu plus. Un pays comme Singapour, là, on est à 160%. Mais alors, le record absolu, c'est le Japon. Et ça, c'est un cas tellement particulier qu'on a décidé de s'y arrêter avec Sarah Pousset. Pour comprendre l'endettement japonais, il faut revenir aux années 90. À l'époque, la dette ne représente que 31% du PIB. Mais une bulle spéculative éclate et l'économie s'effondre. Le taux de croissance est en chute libre et l'État va largement dépenser pour compenser cette crise. C'est là que débute véritablement l'endettement japonais qui n'a cessé d'augmenter depuis. Le Japon est désormais le pays le plus endetté de tout l'OCDE. Sa dette représentait en 2023 228% du PIB, ce qui équivaut à environ 9 000 milliards de dollars de dette. Il faut dire que le Japon a des politiques de dépenses publiques très importantes. Par exemple, cette année, le budget des dépenses s'élève à 700 milliards d'euros. 25% ne sert qu'à rembourser les créances tout en creusant en même temps la dette. Et puis, il y a une grosse partie, 30%, qui sont dédiés aux pensions et aux frais de santé. C'est en effet un des postes coûteux, la population japonaise vit très longtemps et cette réalité démographique pèse lourdement sur le budget. Et puis il y a aussi une réalité économique, les entreprises et les ménages dépensent très peu et préfèrent l'épargne. Le pays est donc confronté à une demande très faible. C'est donc à nouveau l'État qui, via ses dépenses, tente de stimuler la consommation et subventionne les entreprises. Mais alors comment le Japon peut-il se permettre de vivre ainsi au-dessus de ses moyens ? Eh bien d'abord parce que la Banque centrale a maintenu des taux négatifs jusqu'il y a de cela 2 ans. Le pays pouvait donc largement se permettre de se financer par la dette. Autre facteur, près de 90% des dettes étatiques sont achetées par des Japonais, et notamment par la Banque du Japon. Ça assure donc une certaine stabilité dans les capitaux. Cependant, la situation actuelle devient quand même plus compliquée. Après 20 ans de déflation, l'inflation est de retour au Japon. Le prix du riz a par exemple augmenté de 98% et a même provoqué la démission du ministre de l'Agriculture. Avec une telle inflation, ça devient vraiment difficile de boucler ses fins de mois et de manger équilibré. Je mange davantage de pain. Avant, moi, le riz, c'était matin, midi et soir. Mais désormais, c'est 1 fois par jour, pas plus. La mort dans l'âme, je me rabats sur les pâtes ou les pommes de terre. C'est pénible, mais il n'y a pas d'autre solution. Si ce pays très endetté a su préserver son modèle jusqu'à présent, ses obligations ont désormais moins de succès sur les marchés. Il va donc peut-être falloir limiter l'endettement, d'autant plus que les droits de douane de Donald Trump vont encore ajouter un nouveau coût à l'économie japonaise. Alors, Éric Dor, il y a un élément important dans ce qu'on vient d'entendre là, c'est le fait que donc 90% de la dette japonaise est détenue par les Japonais eux-mêmes. Ça veut dire que ce sont les Japonais qui permettent à leur État de vivre à ce point-là à crédit ? Oui, effectivement, c'est un phénomène qui est connu depuis des dizaines d'années, dont on parle même dans la littérature économique. C'est cette espèce de patriotisme financier japonais. Essentiellement, le Japon, l'État japonais peut faire rouler sa dette indéfiniment parce que il y a vraiment une volonté nationale de la part de l'épargne privée, via les banques,
via les compagnies d'assurance et aussi via la Banque centrale elle-même, de financer l'État. Ce qui fait que l'État n'a pas beaucoup de contraintes budgétaires au sens où il n'a pas tellement peur de ne plus trouver de prêteurs. Ce qui était assez essentiel là-dedans, c'est le rôle de la Banque centrale du Japon qui a vraiment monétisé la dette. Il y a peu, presque la moitié de la dette publique, 45% à peu près, était détenue par la Banque centrale du Japon. Et encore maintenant, c'est à peu près 40%. Donc, évidemment, ça neutralise tout. Nous avons connu un peu cette période heureuse pendant quelques années, au moment où, craignant la déflation, la Banque centrale européenne avait mis des taux d'intérêt négatifs et puis s'est même mise à acheter massivement des obligations publiques émises par les pays de la zone euro, jusqu'à en détenir à peu près 30%, pour faire baisser les taux d'intérêt, ce qui a beaucoup facilité, évidemment, notre financement, comme tous les autres pays, de la zone euro. Maintenant, évidemment, quand il y a l'inflation à montrer le bout de son nez, eh bien, ces politiques ont dû être arrêtées et ça a fait remonter les taux d'intérêt pour tout le monde. Maintenant, par exemple, la Belgique, si elle veut emprunter à 10 ans aujourd'hui, elle ne peut plus emprunter à un taux très bas ou négatif. Elle doit emprunter à 3,2%. Donc, vous voyez, ça devient à nouveau quelque chose de beaucoup plus contraignant. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça davantage, un peu comme les Japonais, dans des pays comme les nôtres ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, à un moment donné, Éric Dor, tant pis, là pour le moment, on estime qu'il y a des défis très importants pour le vieillissement, il y a des défis aussi pour nos États, que ce soit face au réchauffement climatique d'une part, face aux conflits internationaux qui se profilent, et tant pis, on vit à crédit, on emprunte davantage, et on utilise aussi le levier de la Banque centrale pour faire tourner la planche à billets et que, quelque part, cette dette soit en bonne partie rachetée par nos banques centrales. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de faire la même chose en Europe ? Alors, il ne faut pas avoir de biais systématiquement négatif envers le financement monétaire. On l'a vu, on vient de le connaître pendant des années, jusqu'à peu près 2022. On a connu ça. Le danger, c'est que dans certaines circonstances, ça peut être inflationniste. C'est-à-dire que c'est assez logique à comprendre. Si vous émettez de la monnaie massivement, sans contrepartie productive, pour acheter de la dette publique, pour prêter à l'État, viendra un moment donné où vous allez avoir une forte augmentation des prix. Ça peut parfois ne pas se passer tout de suite, mais ça finit par se passer. Lorsque nous l'avons fait d'ailleurs dans la zone euro, c'est vrai que ça n'a pas provoquer une augmentation des prix à la consommation. L'augmentation des prix à la consommation, vous le savez, elle est venue après, quand tout d'un coup on a eu la crise énergétique à cause de la perte du gaz russe liée à la guerre en Ukraine. Donc, mais pas d'augmentation des prix à la consommation, mais on a vu une forte augmentation des prix de l'immobilier dans la zone euro. Et on a vu aussi une forte augmentation de certains prix financiers. Donc, ce n'est pas sans conséquence, on ne peut pas faire ça éternellement. Évidemment, dans le cas qui nous occupe maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'il y a trop de menaces inflationnistes. On vient seulement d'arriver à s'en dépêtrer un peu. Plus personne même ne peut faire vraiment du financement monétaire. Et la deuxième raison, c'est que actuellement, il y a de plus en plus de gens qui veulent emprunter sur les marchés. Par exemple, même l'Allemagne, qui était un très bon élève, qui empruntait très peu, maintenant, pour se réarmer, a prévu d'augmenter énormément. Donc, on voit que les taux d'intérêt se tendent partout dans le monde parce que l'équilibre entre prêteurs et emprunteurs est maintenant à l'avantage des prêteurs. Il y a plus de gens qui veulent emprunter, donc les prêteurs peuvent demander des taux plus élevés. Voilà. Bon, mais alors dernière question, il nous reste un petit peu de temps, Éric Dor. Est-ce que quand on fait l'analyse de tout ça, de dire oui, le levier de la planche à billets de la Banque centrale, c'est compliqué. Aujourd'hui, pour des pays comme la Belgique ou comme la France, vous nous l'avez dit, le taux auquel on emprunte et donc la charge budgétaire du financement de la dette devient difficile à tenir et donc ça nous prive de certaines politiques qu'on ne peut pas mener parce qu'on n'a pas les moyens vu qu'on doit rembourser la dette. Est-ce que ça veut dire forcément que la réponse, c'est de l'austérité ? Ça veut dire qu'il faut aller couper dans les dépenses, parce que c'est ce qu'on entend chez François Bayrou, c'est ce qu'on entend aussi chez Bardot-Wever. Est-ce que ça, je dirais, c'est un imposé économique aujourd'hui de faire de l'austérité ? Alors, si vous voulez réduire votre dette, stabiliser, pas la réduire, mais au moins la stabiliser, la dette publique en pourcent du PIB, donc avoir des déficits publics pas trop élevés, puisque ce sont les déficits publics qui augmentent la dette, mais vu qu'on exprime tout ça
en ratio par rapport au PIB, en pourcentage du PIB, il y a deux solutions. Effectivement, diminuer le déficit, alors ça veut dire soit augmenter les recettes, mais évidemment dans des pays comme la France et la Belgique, on a déjà des niveaux de taxation très élevés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore trouver des niches, mais on sait bien aussi qu'elles ne sont pas illimitées. Diminuer les dépenses, oui, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de dépenses sociales, c'est des dépenses de retraite à cause du vieillissement de la population, ça ne va pas s'arranger. Il y a les besoins de réarmement, d'augmentation, il y a la transition écologique. Le meilleur moyen, ce serait de jouer plutôt sur le dénominateur des ratios, c'est-à-dire d'augmenter la production, d'augmenter le PIB. Parce que pour un même niveau de dette ou de déficit, c'est moins en pourcent du PIB si le PIB est plus gros. D'où la nécessité absolue pour des pays comme les nôtres d'absolument retrouver un taux de croissance plus élevé. Nous devons augmenter d'abord le taux d'emploi. Le taux d'emploi, en Belgique comme en France, est trop faible. Et il est trop faible pour certaines catégories de population, les jeunes, les âgés, les personnes moins qualifiées, etc. Il faut vraiment développer des politiques pour arriver à doper le PIB en augmentant le taux d'emploi et en augmentant la productivité par des politiques de formation professionnelle et d'éducation adaptée, par l'encouragement à l'investissement, les nouvelles technologies, tout ce qui peut booster la productivité. Mais est-ce que ce logiciel-là, Éric Dor, qui convoque donc croissance, compétitivité pour diminuer le poids relatif de nos dettes, est-ce qu'il est encore tenable dans un monde dont on sait aujourd'hui que les ressources ne sont pas illimitées, quand on sait aussi tous les ravages qu'a fait notre modèle de croissance actuel sur l'environnement, sur le climat? Est-ce qu'on ne doit pas repenser notre logiciel justement face à cette urgence écologique qu'on connaît de mieux en mieux? Alors ça, c'est évidemment une question essentiel. Peut-on encore doper la croissance, sachant qu'en même temps, nous devons absolument réduire notre impact sur la planète. Nous devons contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, à améliorer l'environnement, améliorer la biodiversité. Alors, ce n'est possible que si on peut trouver des leviers de croissance décarbonés. Voilà, les technosolutionnistes y croient un petit peu. Voilà, d'autres disent c'est une impasse. Il faut se rendre compte que si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, il faudra inévitablement faire défaut sur les dettes publiques. Les États occidentaux ne pourront plus rembourser leurs dettes publiques s'ils doivent décroître. Ça, mécaniquement, ce serait impossible. Bon, maintenant, faut-il tout de suite baisser les bras? Ne peut-on pas trouver certains leviers de croissance décarbonés? Bon, certains services, par exemple, nous sommes de plus en plus des économies de services, certains services ne sont pas des activités très grosses émettrices de carbone. On peut aussi dire que si on peut relocaliser en Europe des activités qu'on a délocalisées en Asie et ailleurs dans le monde, souvent à des conditions justement écologiques catastrophiques, eh bien, ça dopera à la fois notre croissance et ça améliorera le bilan carbone global de la planète. Donc, tout n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'il va falloir sérieusement réfléchir à cette question. Et du coup, on ne peut pas, j'imagine, déconnecter cet enjeu de nos dettes souveraines de la nécessité d'inscrire nos économies dans un monde qui doit faire face à cette urgence écologique. Les deux sont connectés. Ah oui, effectivement. Et sans compter que si on continue à détériorer la planète, si tant est que ce soit encore possible de la détériorer davantage, il va y avoir un effet de retour énorme en matière d'augmentation des dépenses publiques pour gérer les conséquences des désastres environnementaux. Donc en réalité, respecter l'environnement, c'est aussi nécessaire pour maîtriser les finances publiques à moyen et long terme. Donc en réalité, c'est pas contradictoire. Actuellement, c'est un peu la mode de vouloir revenir sur nos engagements environnementaux qui seraient présentés comme étant trop contraignants. C'est une erreur fondamentale, même d'un point de vue strictement économique. Et cette précision-là, elle est évidemment capitale aussi, bien que sans doute beaucoup trop peu présente dans le débat politique et public aujourd'hui. Or, l'enjeu de l'urgence écologique et des conséquences à long terme d'un climat qui se réchauffe, on ne peut pas les laisser de côté quand on parle de l'avenir de nos finances publiques. Voilà, c'était les clés en mode petit cours d'économie aujourd'hui. Merci pour cela à Éric Dor, professeur à l'IESEC de Lille et de Paris.
Merci à Jonathan Remy et Valentine Gourdange pour la réalisation sonore. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Merci d'avoir choisi des clés et d'être toujours aussi nombreux à nous suivre dans ce podcast.